Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre interrogation du jour, Russie, conséquence de la mise sous embargo, Macron plaide pour le retour de l'Iran et du Venezuela sur le marché pétrolier. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, le prix du pétrole, la France plaide pour un retour de l'Iran et du Venezuela sur le marché pétrolier. Face à l'envolée des prix à la pompe, la France a accepté ce lundi en tout cas, les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production de manière exceptionnelle. Elle a plaidé par ailleurs pour une diversification des approvisionnements vers l'Iran et le Venezuela. Qui pour remplacer donc, mesdames, messieurs, la Russie, alors que les cours du brut sont au plus haut à cause de la guerre en Ukraine, deux pays membres de l'OPEP, l'Iran et le Venezuela, mis au banc de la communauté internationale, pourraient bien revenir sur le devant de la scène. C'est en tout cas le vœu pieux formé par la présidence française. C'était ce lundi, en marge du sommet du G7 à Elmau, on va le dire comme ça, en Allemagne. La France a en effet appelé les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production de manière exceptionnelle, mais a aussi plaidé pour une diversification des approvisionnements vers l'Iran et le Venezuela soumis à des sanctions américaines pour freiner l'envolée des prix à la pompe. Nous avons besoin que les pays producteurs produisent davantage de manière exceptionnelle, le temps de passer le cap de la crise, l'objectif de la neutralité carbone restant clairement réaffirmé, a-t-elle déclaré. On parle bien sûr de la présidence française. Le président américain Joe Biden doit en discuter lors de sa visite en Arabie Saoudite en juillet et son homologue français Emmanuel Macron est aussi en contact avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman ainsi que le nouveau président des Émirats Arabes Unis Mohamed Ben Zayed, a relevé l'Élysée. Il y a des ressources ailleurs qu'il faut aller explorer aussi, a poursuivi la présidence française. La négociation sur le dossier nucléaire iranien est aujourd'hui bouclée en ce qui concerne le nucléaire, mais ne l'est pas en ce qui concerne la relation entre l'Iran et les États-Unis sur une question spécifique. Les sanctions américaines liées au terrorisme, a-t-elle dit, dont il y a un nœud, à dénouer le cas échéant afin que le pétrole iranien puisse être remis sur les marchés, a-t-elle souligné. Le pétrole vénézuélien doit aussi pouvoir être remis sur le marché, a poursuivi d'ailleurs l'Élysée. Et pendant ce temps, quand on parle d'aller chercher d'autres marchés, l'Afrique est bien lorgnée, l'Afrique va sûrement souffrir. Mais pour répondre à nos questions, nous sommes avec un économiste, Edmond Kuaté, avec nous ce matin. Edmond Kuaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve et bonjour à tous ceux qui ont fait de Panafricaniste TV une passion. Très heureux de vous avoir sur notre plateau encore aujourd'hui. Edmond Kuaté, on se pose encore la question. Les pays occidentaux nous ont fait savoir souvent qu'ils étaient très intelligents, qu'ils prenaient les bonnes décisions. Finalement, la mise sous embargo de la Russie cause d'énormes problèmes. Après le gaz, après le fer, après tout ce que vous connaissez, c'est aujourd'hui le pétrole. Et désormais, deux pays qui étaient mis sous embargo également, on parle bien sûr de l'Iran et du Venezuela, sont appelés à revenir sur les marchés pétroliers pour sauver l'Occident de la crise et surtout de la hausse du pétrole. Steve, vous avez très bien fait de mettre ce sujet en débat. Oui. Et je souhaite qu'une catégorie singulière des Africains nous suive. Je souhaite. Oui. Ceux qui boivent comme de l'eau de source tout ce qui vient, toutes les affabulations et les élucubrations des Occidentaux. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, à chaque fois que vous suivez les Occidentaux parler, du moins quand ils justifient, quand ils donnent les raisons de leur forte mobilisation et de leur détermination, n'est-ce pas, contre la Russie, ils parlent de quoi? Ils parlent de la défense de leurs valeurs. Et ils disent qu'à chaque fois qu'un pays ou alors un gouvernement n'a pas en partage leurs valeurs, il devient leur ennemi. Et qu'est-ce qu'ils brandissent comme valeurs? C'est les valeurs de démocratie et de liberté. Voilà ce qu'ils avancent tout le temps. Et nous, ici en Afrique, nous y croyons. Parfois, nous les suivons même, nous sommes d'accord avec eux. Et pour le faire, ils ont une habitude de peindre quelqu'un en noir et de dire que c'est un dictateur, c'est un antidémocrate. C'est d'ailleurs l'étiquette qu'ils avaient collée
à Kadhafi pour l'assassiner. C'est la même étiquette qu'ils ont collée à Saddam Hussein. C'est la même étiquette qu'ils avaient collée à Bachar al-Assad pour aller détruire la Libye. La Syrie. La Syrie, autant pour moi. Et donc, à chaque fois, ils vont mettre en avant, ils disent qu'ils sont en Ukraine. La raison pour laquelle ils sont en Ukraine, c'est qu'ils défendent les valeurs et ils veulent rentrer l'Ukraine dans le giron, n'est-ce pas, de leurs valeurs, les valeurs démocratiques. Et souvenez-vous, c'est les mêmes raisons qui les ont poussés finalement à imposer un embargo sur les produits pétroliers de l'Iran et sur les produits pétroliers du Venezuela. Oui. Parce qu'ils avaient dit, d'abord en leur temps, ça avait commencé avec Hugo Chavez, paix à son âme. Ils avaient estimé que Hugo Chavez n'était pas suffisamment démocrate et qu'il était un dictateur. Et après lui est venu Maduro, Oui. vous connaissez tout ce qu'ils ont fait. Et tout ce qu'ils ont dit. Tout ce qu'ils ont dit contre Maduro. Et tout ce que la CIA et les autres services secrets occidentaux ont fait pour détrôner, n'est-ce pas, Maduro et le remplacer par leur marionnette, par leur saltimbanque d'Enrique. Vous le savez. Et donc, ils ont fait tout ça et ils ont fini par, n'est-ce pas, indexer Maduro comme un antidémocrate et donc comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable et même quelqu'un avec qui il ne faut pas échanger. Et donc même son pétrole ne vaut rien, n'est pas acceptable, n'est-ce pas, dans leur pomme. Pourquoi? Souvenez-vous, une fois, c'était au Parlement français qu'on disait chaque goutte de pétrole qui coule dans nos pompes venant du Venezuela, c'est du sang qui coule, qui va faire fonctionner, qui va faire tourner nos moteurs. Souvenez-vous, ça c'est au Parlement français. Il le disait parce qu'il voulait faire comprendre le niveau de cruauté, Oui. n'est-ce pas, de monsieur Maduro. Et ceux des Africains qui manquent de jugeote, ceux des Africains qui veulent se comporter comme des dépotoirs de la pensée résiduelle occidentale sans eux-mêmes définir les agrégats de leur propre pensée, ils suivent bêtement et ils arrivent effectivement à dire « Ah, nous voulons la démocratie, ah, nous ne voulons plus la dictature ». Je ne fais pas l'apologie finalement de la dictature. Je ne fais pas, n'est-ce pas, non plus l'apologie d'une démocratie à géométrie variable qu'on imposerait ici et on fermerait les yeux là-bas quand ça nous arrange. Et donc aujourd'hui, il faut très bien comprendre où est-ce que les Occidentaux veulent nous mener. J'ai envie de poser la question finalement aux Occidentaux et à ceux des Africains qui les suivent sur le terrain de la défense des valeurs démocratiques. J'ai envie de leur poser la question. Qu'est-ce qui a changé au Venezuela aujourd'hui pour qu'on nous dise qu'on veut remettre sur le marché, qu'on veut remettre dans nos pompes, n'est-ce pas, le pétrole vénézuélien? Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est plus du sang. Est-ce que le Maduro n'est plus au gouvernement? Ah, Maduro serait-il donc devenu un grand démocrate? Est-ce qu'il a opéré un changement entre la crise ukrainienne et la prise de cette décision? Quelque chose a changé? Non, rien n'a changé. Et même en Iran, rien n'a changé. Et pourtant, on lorgne déjà leur pétrole. Je l'ai toujours dit et je répète, je n'aurai de cesse de le dire. Le terrain de jeu, n'est-ce pas, géostratégique mondial, n'a qu'un seul enjeu, c'est l'intérêt personnel. Il n'y a pas de valeur philanthropique, il n'y a pas d'autre valeur sur ce qui, n'est-ce pas, qui se définit sur ce terrain. Il n'y en a pas. L'unique enjeu sur le terrain de jeu géostratégique mondial, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, parce qu'ils ont trouvé un roc qu'ils n'arrivent pas à plier, qui s'appelle Vladimir Poutine, et ils ont pris des décisions de manière hâtive qui met à mal aujourd'hui leur économie. Et ils ont pris encore d'autres décisions hâtives en disant nous allons couper notre indépendance à l'énergie russe. Aujourd'hui, ils se retournent vers l'Iran qui hier était un paria et qui a été mis au banc. Ils se retournent vers le Venezuela qui hier était un paria et qui avait été mis au banc. Je peux pousser, n'est-ce pas, la réflexion plus loin. S'il faut partir sur le terrain démocratique, sur le terrain des valeurs, oui, je joue un peu à leur jeu. Allons sur le terrain des valeurs.
L'Arabie Saoudite, dont M. Macron est très heureux de dire qu'il a appelé le prince Ben Salam. Oui. Ben Salman. Ben Salman. Oui. Et quand il dit aujourd'hui, parce que vous avez suivi dans une conversation à bâton rompu, comme un petit gamin qui vient rendre compte à son patron, Macron disant à Biden, j'ai appelé le prince, lui disant d'augmenter sa production, j'ai aussi appelé tel, j'ai aussi appelé tel. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo qui est devenue virale sur la toile. Alors, l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est une société où la démocratie est la chose la mieux partagée? Du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que Ben Salman, nous savons que c'est lui qui a assassiné il y a encore pas quelques jours le journaliste devant l'ambassade n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite en Turquie. Oui. Qu'est devenu ce dossier? Est-ce que vous avez entendu... On a fermé les yeux, ne vous inquiétez surtout pas. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a une plainte, n'est-ce pas, dans un tribunal international parce qu'ils sont champions de dire que nous allons juger des crimes de guerre et des crimes de ceci, des crimes contre l'humanité. Ça, ce n'était pas un crime, ça. Un journaliste l'assassiner comme ça dans une ambassade et qu'aujourd'hui, personne n'en parle. On le découpe en petits morceaux. On le découpe en petits morceaux, on l'a charcuté comme, n'est-ce pas, un gigot de bœuf. Et puis au jour d'aujourd'hui, on se lève pour aller, n'est-ce pas, dialoguer, serrer la main à M. Ben Salman, comme si de rien n'était, comme si c'était un ange descendant tout droit du ciel, et à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, tout simplement parce qu'on lorgne le pétrole, tout simplement parce qu'on a pris des décisions antistratégiques, n'est-ce pas, vis-à-vis de la Russie, de qui on dépend fortement. Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qui définit, quel est finalement le piston qui fait tourner le moteur géostratégique mondial? Ce sont des intérêts. Et il faut que les Africains le comprennent. Il faut que les Africains apprennent, n'est-ce pas, dans ce, je vais dire, dans ce concert-là, il faut qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à choisir leur camp. Et leur camp, c'est celui qui préserve leurs intérêts. Qu'ils sortent, n'est-ce pas, des affabulations, qu'ils sortent des élucubrations et des circonvolutions qui ne leur apportaient rien. Démocratie par-ci, qu'ils arrêtent droit de l'homme et tout ceci, qu'ils arrêtent ça. La première question qu'on se pose le matin quand on se lève, c'est on mange quoi? Et comment on fait pour manger? Quand on a répondu à cette question, on peut continuer la journée. Et c'est la question que tout dirigeant se pose. Du moins tout dirigeant digne de ce nom. C'est la question qu'il doit se poser. Je suis à la tête d'un pays de 20, 30, 40, 50 millions d'individus, 50 millions d'âmes à nourrir, 50 millions d'âmes à qui il faut trouver un logement. Comment je fais pour trouver cela? C'est la question qu'on se pose. Ceux qui courent derrière les distractions et les digressions de toutes sortes, c'est leur problème. Vous avez très bien compris, l'Occident vous donne là une belle leçon. À ceux qui courent derrière, n'est-ce pas, les valeurs de démocratie, l'Occident vous donne une belle leçon. Le Venezuela, s'il en a convenance, vous vous souvenez, au début de cette guerre, déjà, Joe Biden avait envoyé une délégation auprès de Maduro pour négocier, n'est-ce pas, je vais dire, un nouveau contrat sur le pétrole. Maduro, en son temps, avait dit non, considérez que je ne suis toujours pas fréquentable. Et donc, finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire tourner la planche à billets, ils vont utiliser l'argument des billets de banque. S'ils peuvent réussir, certainement, M. Maduro va aussi poser ses conditions dans son intérêt, dans l'intérêt du Venezuela. S'il veut revenir dans le Conseil des Nations, il va poser ses conditions. C'est déjà ce que l'Iran a fait. L'Iran pose des conditions. Alors le monde marche comme ça. L'Iran est à nouveau fréquentable? L'Iran est devenu fréquentable puisqu'on veut négocier. Puisque l'ennemi numéro 1 à cette époque-là était Mahmoud Ahmadinejad. Même après Mahmoud Ahmadinejad. On a eu justement Hassan Rouhani, après Mahmoud. Voilà. Qui a été également considéré, et puis c'est toute l'équipe finalement qui est considérée comme, n'est-ce pas, des terroristes. Des gens détenant une arme nucléaire. Une arme nucléaire. On a vu quand même l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fait des tours. Tout à fait, tout à fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, l'Iran devient fréquentable de manière opportuniste, pas de manière rationnelle.
L'Iran serait devenu rationnel si on nous disait, voilà les fiches à cocher, voilà les cases, les différentes cases à cocher pour devenir un État véritablement de démocratie. Voilà les cases à cocher que nous avons imposées à l'Iran et voilà les cases que l'Iran a réussi à cocher. Et donc, c'est une démocratie. Kaneni, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manière opportuniste d'aller chercher du pétrole puisqu'on n'en trouve plus là où on le prenait avant. Dans l'homme fort actuel du côté de l'Iran, Ibrahim Raïssi, est devenu un homme très fréquentable, un grand démocrate, quelqu'un avec qui on peut, n'est-ce pas, aller en vacances, quelqu'un avec qui on peut prendre l'ascenseur, quelqu'un avec qui on peut partager le dîner. Et donc voilà, c'est ça les Occidentaux. Et c'est dans cet esprit de manipulation à outrance qu'ils ont réussi à tenir le monde. Mais parfois, quand je les regarde, je pose la question réellement sur notre propre QI. Parce que quand je regarde finalement ces gens, je me demande, des gens de peu d'intelligence comme ça, c'est eux qui ont réussi à imposer un ordre, n'est-ce pas, de gouvernance mondiale depuis des siècles. Ça veut dire que c'est notre propre QI qui est à remettre en question. Oui. Ça veut dire que c'est nous qui faisons preuve de trop peu d'intelligence, in fine. Et donc, j'ai dit, il faudrait que ceux des Africains qui pensent que sur le terrain géopolitique mondial, ça se conjugue avec des valeurs de démocratie, de liberté et de tout, et de nanini et nanana, alors il faudrait qu'ils se reposent la question sur eux-mêmes. Comment se fait-il que l'Occident, qui parle de liberté d'expression, a réussi à fermer, n'est-ce pas, avec légèreté, une chaîne, n'est-ce pas, de télévision qui n'avait rien fait. Je parle de Russia Today, je parle de Sputnik et je n'ai pas entendu mes frères africains champions, n'est-ce pas, grands turiféraires, n'est-ce pas, grands chantres des libertés. Je n'ai pas entendu quelqu'un se plaindre. Pour eux, c'est passé. Ils ont dit que c'était une chaîne de propagande. Que nous sert LCI, que nous sert CNews, que nous sert BFM, que nous sert Le Soir, que nous sert toutes ces chaînes. C'est de la propagande à longueur de journée. Alors, c'est de la propagande. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'était une chaîne de propagande. Après tout le monde a le droit de faire sa propre propagande. Moi, je ne vais pas laisser ma propagande pour aller faire celle de l'autre. Et donc, c'est à chacun, n'est-ce pas, de poser, de définir les outils qui lui permettent de s'affirmer, n'est-ce pas, dans le concert des nations. Et si vous avez choisi vos chaînes à vous, vos chaînes mainstream à vous pour le faire et que l'autre choisit, laissez-le, n'est-ce pas, s'exprimer. Vous comprenez très bien que dans ce jeu-là, ce n'est que nous en Afrique qui ne comprenons pas grand-chose. Ce n'est que nous en Afrique qui continuons de parler d'amour, qui continuons de nous laisser aller dans l'emballement émotionnel et sentimental. Ça n'existe pas. Voilà les Occidentaux qui repartent serrer la main de Maduro. Qu'est-ce qui a changé? Eux qui disaient hier, comme je le disais tantôt, que chaque goutte de pétrole venant du Venezuela qui coule dans la pomme, c'est une goutte de sang qui fait tourner le moteur. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé véritablement pour qu'on retourne du côté du Venezuela? Je vous poserai dans la question Ekmou Kouyaté, le pétrole qui coule aujourd'hui dans les réservoirs des voitures occidentales n'est pas empli de sang. C'est la question qu'il faut poser aux Occidentaux et c'est eux qui doivent nous répondre. Nous avons compris qu'à l'époque, ils étaient tellement humanistes qu'ils ne voulaient pas... l'Irak, je commence par là. Ouais. L'Afghanistan. Tout à fait. La Syrie. Tout à fait. Continuons avec le Nigeria. On continue avec la guerre du Biafra, le Congo. Tous ces pays finalement. Est-ce que ce n'est pas la guerre? Est-ce que ce n'est pas du sang? Mais sauf que pour eux, et je vous l'ai souvent dit, pour les Occidentaux, il faut savoir que c'est eux qui définissent. La notion du bien et du mal est relative et suivant que leurs intérêts à eux sont en jeu. On peut tuer toute une partie du monde, on peut même détruire une partie du monde et entièrement. Tant que pour eux ça ne pose pas problème, ce n'est pas un problème. Et on peut tuer une seule personne s'ils estiment que c'est un problème mondial, ça va devenir. Le pétrole libyen est propre. Le pétrole libyen est propre parce que c'est eux qui définissent finalement, comme je vous l'ai dit, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on peut tuer 2 millions de Libyens, prendre le pétrole, c'est un pétrole propre. Monsieur Maduro peut exiger tout simplement que non, voici comment je souhaite que mon pays soit géré, voici comment je souhaite que mon pays soit respecté. Si en passant, un opposant se fait bousculer, c'est un problème mondial. C'est une catastrophe, c'est inacceptable, c'est des mares de sang qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas se salir avec ce sang-là. Donc, je vous ai souvent dit, souvenez-vous que
Les Occidentaux ont une façon de penser. Ils ont une façon de penser. Quand vous êtes sur la table, ils vous disent « ce qui est à moi et non négociable. Ce qui est à toi est par conséquent sujet à interrogation. » On peut se questionner jusqu'où cela te revient. C'est comme ça qu'ils pensent. Et donc pour eux, j'ai suivi un ambassadeur français dire « nous avons certes fait des petites erreurs en Libye et en Irak. » Vous voyez comment ils considèrent ça? Ce sont des petites erreurs. Ça, il parlait de la guerre en Ukraine. Et il voulait montrer à quel niveau c'est catastrophique. À quel niveau il voulait étaler la grande cruauté de Poutine en tuant un seul Ukrainien. Et il a dit, oui, nous les Occidentaux, nous avons aussi fait certainement des petites erreurs en Libye et en Irak, mais ça ne justifie pas, n'est-ce pas, finalement, que la Russie... Ils considèrent ça comme des petites erreurs. On te parle de 2 millions, n'est-ce pas, de Libyens tués, de près de 2,5 millions morts en Irak, femmes, enfants. Il appelle ça des petites erreurs. C'est comme ça que les Occidentaux raisonnent. Finalement, lorsqu'ils s'en vont, n'est-ce pas, occasionner des guerres au Biafra, au Nigeria, pour eux, ce n'est pas tous ceux qui meurent, on peut passer ça par perte au profit. Si on réussit, in fine, à mettre la main sur le pétrole nigérian, ce n'est pas un problème. On puise le pétrole et on s'en va. Souvenez-vous que vous avez vu une note qui se baladait où les gars s'étaient partagé le pétrole libyen, où la France devait avoir 35% en lieu et place de 5% qu'il avait avant. Et donc, c'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est comme ça, c'est ça leur structure de pensée. Et donc, ils ne vont pas changer. Moi, j'ai un problème avec nous, les Africains, qui ne comprenons pas et n'arrivons pas à nous positionner par rapport à leur mode de pensée à eux. Et que nous acceptons toujours de devenir, n'est-ce pas, des dépotoirs de leurs pensées résiduelles. Ce n'est pas normal. Nous devons sortir de ce chemin et poser nous-mêmes les agrégats de notre structure de pensée et penser suivant d'abord nos intérêts. Qu'est-ce qui est notre intérêt? Dans n'importe quel chemin, quel est d'abord l'intérêt, quelle est la place de l'Afrique? Mais écoutez Steve, je suis désolé, nous n'allons pas y arriver tant que nous aurons des Ouattara, des Macky Sall, des Bazoum et tout ça, on ne peut pas y arriver. Parce que ce sont des personnes qui sont finalement modulées pour penser d'abord occidental avant de penser africain. Leur africanité ne se traduit plus que par leur couleur de peau et la consonance de leur nom. Il n'y a que ça qui traduit encore leur africanité. Sinon, dans le fond, ce sont des Occidentaux. Et c'est pour ça que nous plaidons pour que, n'est-ce pas, à la tête de nos États arrivent des véritables Africains, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba. C'est-à-dire que ces esprits se réincarnent encore aujourd'hui et reprennent la commande pour que nous allions véritablement d'abord à l'unité de l'Afrique, que nous puissions nous unir une fois de plus et pour faire bloc face, n'est-ce pas, à tous ces oiseaux, à toutes ces rapaces, à tous ces vautours qui n'ont Dieu sur l'Afrique que lorsqu'il faut venir puiser et puiser encore. Pour sortir, avant de sortir justement de cette autre édition de Parole panafricaniste, je poserai ma dernière question. Pendant ce temps, le prix à la pompe, il faut le dire comme ça s'affole. Tout à fait. Habitant une addition que l'Iran et le Venezuela disent niet. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ce qui va se passer, non seulement, ce n'est pas que le prix à la pompe qui flamme, parce que j'ai regardé, comme je le regarde tous les matins, lors des informations, j'ai bien compris que le prix à la pompe était déjà de 2,18 €. 2,18 €, c'est beaucoup. Si vous convertissez ça en CFA, vous allez comprendre. On est à quelques cents. Voilà. Il n'y a pas que le prix à la pompe qui flamme. Il y a également que d'autres produits également sont en train de flamber. Vous avez produits sont rares, le gaz. Le produit se raréfie, le gaz se raréfie. Ils sont en train, j'ai bien compris que la France, par exemple, demande à tous ses citoyens de réduire, n'est-ce pas, leur consommation de gaz. C'est-à-dire, par exemple, qu'au lieu de se chauffer pendant 4 heures de temps, chauffez-vous pendant 1 heure de temps et puis vous arrêtez. Ils vont vers le rationnement du gaz déjà. Et c'est ce qui va leur arriver. Parce qu'in fine, ils vont devoir choisir entre soit laisser les gens mourir de froid et faire tourner les industries, soit faire tourner les industries et laisser les gens mourir de froid. Ils n'auront pas de choix. Parce qu'ils ont eux-mêmes déclaré une guerre qui va les dépasser. Et donc, il n'y a pas, je disais, il n'y a pas que le prix à la pompe, il y a également que la BCE a décidé de relever le taux d'intérêt parce que ce sera finalement la seule façon de, n'est-ce pas, de combattre l'inflation.
il faut relever les taux d'intérêt. Et si on relève les taux d'intérêt, ça veut dire qu'emprunter de l'argent va devenir très cher. Et si on emprunte de l'argent très cher, ça veut dire que les coûts de production vont également être très très élevés. Et si les coûts de production sont très très élevés, ça veut dire que l'accès aux biens et aux services va devenir très très onéreux. Et ce sera une spirale infernale telle que la vie va devenir très très difficile du côté de l'Occident. Et donc, si, ajouter à tout cela, si le Venezuela et l'Iran campent sur leur position en disant « nous ne sommes pas d'accord », vous comprenez que ça va être très difficile parce que le pétrole et le gaz, n'est-ce pas, de la Russie en Occident, c'est entre 40 et 60% qu'il faut compenser. 60% pour le pétrole. Et je dois vous dire la meilleure. La meilleure, c'est que vous savez que l'Inde a signé un nouveau contrat avec la Russie et est passé de 90 000, finalement, je vais dire 90 000 à 600 000, n'est-ce pas, volume barils de volume d'exportation du pétrole russe. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de pays européens qui vont s'approvisionner en Inde. C'est pas le ridicule ça, mais ça c'est le grand ridicule du siècle. C'est-à-dire que l'Inde va acheter du pétrole bon marché en Russie et puis le revendre très très cher aux Européens. C'est pas le ridicule ça, mais les Occidentaux, c'est pour ça que je vous disais que je suis un peu choqué de constater que c'est des hommes aussi très peu intelligents qui ont réussi à imposer un ordre de gouvernance qui nous a tenus captifs pendant des siècles. Finalement, ils ne sont pas très intelligents, les Occidentaux. Ils sont plutôt manipulateurs et affabulateurs. Ils savent très bien tenir des langages un peu lénifiants qui finalement captivent l'esprit de nous autres Africains et nous les suivons, n'est-ce pas, nous les suivons comme ça de manière plate. Ça ne doit plus marcher comme ça. Et donc, ça va devenir très très difficile dans les prochains jours. Oui. J'ai suivi, comment tu l'appelles encore, le ministre français de l'économie, Le Maire, qui disait que les mois à venir vont être très durs. Et quand il le dit ainsi, il faut savoir que ça va être catastrophique. Parce que quand il dit les mois à venir vont être très durs, c'est parce que, n'est-ce pas, il lit les indicateurs et il comprend qu'ils ont fait des gaffes qui sont devenus irréparables, du moins qui ne pourra pas être réparés dans les jours à venir. Et donc, ils vont continuer de se prendre plein la figure, ils vont se mettre leur propre tête dans leur bouillie et ils vont, n'est-ce pas, boire leur ridicule jusqu'à la lie. Mais je suis en train de vous expliquer, n'est-ce pas, quelque chose, moi, qui me fait rire. Comment estimer que vous allez prendre du pétrole, vous refusez de prendre le pétrole directement de la Russie, mais vous allez prendre le pétrole russe acheté par les Indiens et qui vous le revendre, n'est-ce pas, à des prix très très onéreux. C'est le ridicule total. Donc, je pense que l'Occident est arrivé, si on suit la théorie suivant laquelle l'histoire est finalement cyclique et que, n'est-ce pas, lorsque vous atteignez, n'est-ce pas, un certain niveau dans votre hégémonie, vous redescendez finalement, c'est-à-dire qu'il y a le principe suivant lequel lorsque toute chose lancée en hauteur, lorsqu'il atteint le pic, il est rattrapé par la force, n'est-ce pas, magmatique et est la force d'attraction magmatique qui le ramène vers le bas. Je crois que les Occidentaux finalement ont atteint le pic de leur hégémonie mondiale et que la force de l'attraction magmatique les ramène vers le bas et que c'est de manière inéluctable. Et que c'est irréversible. C'est irréversible. Ils regardent avec leurs yeux parce que je ne comprends pas comment M. Macron s'est levé hier pour dire la Russie ne doit pas et ne peut pas gagner la guerre. Mais je ne comprends pas. M. Macron doit comprendre qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour que la Russie perde cette guerre. Il n'y a qu'une seule possibilité. Il faut que tout le monde le comprenne très bien. La seule possibilité pour que la Russie perde cette guerre, c'est que nous allions à une troisième guerre mondiale. Et que la troisième guerre mondiale sera finalement nucléaire et que une guerre nucléaire, n'est-ce pas, appellera à la disparition de l'espèce humaine sur Terre, du moins à une très grande proportion, au moins à 90%. Si finalement on doit tirer tout ce que nous avons comme arsenal nucléaire de par le monde, ça va faire disparaître, n'est-ce pas, et l'Occident en premier, parce que voilà, ça peut toucher peut-être le monde entier, mais l'Occident sera le premier à souffrir. Et donc je ne comprends pas comment, à ce niveau de responsabilité, on n'arrive pas à poser les bases d'une réflexion réelle. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui,
aujourd'hui, ils devraient simplement être en train de comprendre qu'ils ont fait fausse route et ils devraient être en train de se dire, écoutez, on va chercher une porte de sortie, nous allons convoquer, n'est-ce pas, un forum de discute où Russes, Ukrainiens et Occidentaux vont se retrouver et on va dire aux uns et aux autres, qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être vous voulez ceci, on ne peut pas tout vous donner, on va vous accorder ceci. Sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire et sur le plan économique, voilà les concessions que les uns et les autres doivent se faire pour que nous arrêtions sur cette sale guerre et puis que le monde continue de fonctionner. Mais ils s'obstinent dans leur idée, n'est-ce pas, un peu nazi, de croire qu'ils vont, je vais dire, détruire, qu'ils vont plier la Russie. C'est faux. Je les ai suivis encore dans l'une de leurs affabulations sur un plateau. Ils étaient en train de dire, ils vont faire un coup d'État. Il y a un coup d'État qui se prépare et c'est Chogoy, qui est en train de, le ministre de la Défense, qui va faire un coup d'État dans les prochains jours. C'est ridicule. Mais c'est ridicule, les Occidentaux. Arrêtez ça, ça n'amuse plus personne. Au départ, c'était une bouffonnerie, des clowneries qui nous amusaient un peu. Mais ça ne nous amuse plus, ça. Ça ne nous amuse plus. Il y a des vies qui en dépendent. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Occident, mais partout dans le monde. Il faut savoir que ça impacte finalement la vie de plus d'un citoyen dans le monde. Et donc, ce n'est plus amusant du tout. Il faut qu'ils arrêtent un peu leur cinéma. Ça ne nous amuse plus. Merci à vous, Edmond Kouyaté, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci, Steve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parle aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.